Nous sommes des voleurs, des tricheurs, des corrompus, des machos, des feignants, des misogynes, des arriérés. Autrement dit, pour certains, des Arabes génétiquement condamnés à la médiocrité. Quelle perception avons-nous de nous-mêmes ? Comment cultiver l'estime de soi face à une modernité exclusive et intrusive ? La culture dominante, en l'occurrence la culture occidentale promue par Hollywood, distille une image péjorative de nous-mêmes. Le cinéma est-il un outil de divertissement ou une arme de soft power puissant ? Alors cela ne date pas d'hier, puisque dans Al-Muqaddima, en français les Prolégomènes, un ouvrage considéré par beaucoup comme le premier ouvrage traitant de philosophie et d'histoire, Ibn Khaldoun écrivait ceci, je cite, « Le peuple vaincu tâche toujours d'imiter le peuple vainqueur par la tenue, la manière de s'habiller, les opinions et les usages. Les hommes regardent toujours comme un être supérieur celui qui les a subjugués et qui les domine. Inspiré d'une crainte révérentielle envers lui, ils le voient entouré de toutes les perfections, ou bien ils les lui attribuent pour ne pas admettre que leur asservissement ait été effectué par des moyens ordinaires. » Cette analyse sociologique datant du XIVe siècle semble encore bien d'actualité. Nombre de nos contemporains cultivent une admiration sans borne pour l'Occident et ce qu'il représente, et à contrario une critique, un dégoût, parfois même du mépris pour ce qui fait la spécificité de notre culture marocaine. Pour en parler, nous accueillons Mohsin Besri. Mohsin Besri, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur, réalisateur, auteur. Vous avez produit Les Mécréants et Une urgence ordinaire, pour ne citer que ces deux films, et actuellement L'Aziza, qui va bientôt sortir. Exactement, oui. Et Rachid Achachi, qu'on ne présente plus. Vous êtes docteur en économie, DG de Arke Consulting et chroniqueur. Bonjour, cher Mime. Alors, on commence avec une question très simple. Assiste-t-on à une colonisation des esprits ? Bon, déjà, bonjour et merci de l'invitation. La question, elle est un peu trash, mais il faut avouer que c'est un peu le cas. Maintenant, moi, je pars du principe que dans une guerre classique, par exemple, on est vaincu qu'à partir du moment où on admet qu'on l'est. C'est-à-dire, on peut avoir une armée détruite, etc. et tout, mais tant qu'on ne s'avoue pas vaincu, on ne l'est pas complètement. Donc, c'est à nous de se positionner par rapport à ça. Certes, si on fait un espèce de constat actuel, oui, on est colonisé au niveau culturel, etc. et tout, mais est-ce qu'on a envie de le rester ou pas ? Est-ce qu'on a les armes ? Est-ce qu'on se donne les moyens de pouvoir contrer ça ou pas ? Et c'est là où le débat peut devenir intéressant. Alors, Rachid Achachi, avez-vous quelque chose à ajouter là-dessus ? Non, j'adhère parfaitement. Dans l'édito, vous parlez des Khaldoun. Oui. Et vous parlez du côté vestimentaire, etc., des essais coutumes, des habitudes. Mais le plus dangereux ne réside pas là, même si cela est à prendre en compte, mais c'est au niveau de la mentalité, du logo. C'est-à-dire quand on commence à voir le monde à travers le prisme d'un autre peuple. Encore l'habillement, qu'on le veut ou non, on est tous habillés à l'occidental, il y a une hégémonie qui est plaquée sur toute la planète. Mais en termes de mentalité, il y a des peuples qui résistent, qui entretiennent encore un rapport au monde qui est différent. Pour l'anecdote, je veux dire, c'est contemporain ce que dit Ibn Khaldoun, mais ça l'a toujours été. Ça a toujours été vrai. À l'époque de l'Empire romain, on parle de Gallo-romains, de Gaulois, notamment les chefs de tribus qui se mettent à se raser la barbe, à s'habiller comme les Romains, à la mode romaine, pour être intégrés dans l'Empire. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose quand on accepte de faire partie de l'Empire. Mais quand on veut rester un Gaulois fier avec des valeurs celtes et avec une culture celte profonde et millénaire, effectivement, ça passe par une résistance autant au niveau de la mentalité qu'au niveau des détails plus secondaires comme le code vestimentaire ou comme autre chose. Et puis, ce qui est marrant, et là je céderai la parole à mon ami Mohsin Besri, c'est qu'au fait, on n'est pas à l'apogée de l'Empire romain aujourd'hui, c'est-à-dire pour faire l'analogie entre les deux époques. Mais on est au fait dans l'époque du déclin de l'Empire romain, ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, où au fait, les peuples dominés, historiquement par les Romains, deviennent plus romains que les Romains eux-mêmes. C'est comme les Germains qui envahissent l'Empire romain, au fait, ils étaient romanisés, contrairement aux mythes. C'est pas des barbares, c'est des gens qui viennent défendre les valeurs d'Empire romain. Et aujourd'hui, quand on parle de notre élite marocaine, notamment francophone, au fait, au fond, elle est plus moderne d'un certain point de vue, elle se veut, en tout cas, plus moderne que les Occidentaux eux-mêmes, en quelque sorte. Et c'est pas un mépris de soi qu'elle porte, mais c'est un mépris de leur propre peuple, parce que cette élite, elle considère qu'elle est bonne, elle a adhéré aux valeurs occidentales, etc. Donc c'est davantage le mépris des gens d'en bas et le mépris du peuple qui n'est pas bon. Ce qui est problématique pour eux, c'est le peuple, parce qu'il n'est pas assez civilisé, il n'est pas assez occidentalisé dans les valeurs. Et donc, comme a dit quelqu'un, le peuple a voté contre le parti, donc on va dissoudre le peuple. En quelque sorte. c'est exactement ça. Ouais. Mohsin Besri, est-ce que vous pensez effectivement qu'on a perdu toute souveraineté intellectuelle au Maroc ?
Alors, j'aime pas les extrêmes, je veux pas dire qu'on a tout perdu, parce que je reviens par exemple sur l'élément qui a été souligné par Rachid, quand il parle du côté vestimentaire, par exemple. Moi, personnellement, je trouve qu'au Maroc, on a quand même on a gagné, enfin, on a quand même un résidu de souveraineté à ce niveau-là, par exemple. Moi, je suis toujours content de voir que quand il y a donc, bien sûr, je parle sur le côté officiel, que ça soit Sa Majesté ou que ça soit même dans les fêtes, etc. et tout, quand on voit quand même je sais pas moi, l'ambassadeur du Maroc qui va arriver quelque part avec Jlaba, Tarbouch, le Fas, etc. et tout, Khftan, etc. Donc, au moins par rapport à ça, on a encore au moins ce petit bout-là auquel on tient et qu'on défend. Et c'est pas seulement dans ces endroits-là. Par exemple, même quand on se balade, on arrive à voir des gens, des hommes, là-bas, peut-être le vendredi, mais en tous les cas, c'est encore présent. Ce qu'on a perdu dans d'autres pays, c'est très rare dans nos pays, des pays qui nous ressemblent, de voir des gens comme ça. Il n'y a qu'à voir, je ne sais pas, si on prend nos voisins, par exemple, leur président, il est en costume cravate tout le temps, comme s'il voulait encore rester français ou être français, etc. Ce n'est pas le cas chez nous, donc on a déjà quelques points. Maintenant, je vais revenir, parce que vous avez cité Ibn Khaldoun. C'est très drôle, parce que je me suis rappelé que moi, quand j'étais au collège, à Rabat, j'étais dans un lycée Ibn Khaldoun. Et je n'ai jamais su qui c'était. Même dans le lycée qui portait son nom, Ibn Khaldoun, pour moi, c'était un lycée. Ok. Pas un personnage historique. Oui, j'ai mis du temps à comprendre que c'était quelqu'un d'extrêmement important. Et en plus, même le jour où je vais l'apprendre probablement sur un feuilleton, sur une série syrienne ou égyptienne, et je vais croire que je vais avoir l'impression que, alors c'est peut-être moi qui est bête, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui vient d'Orient. Et c'est beaucoup plus tard que je vais me rendre compte qu'en fait, Ibn Khaldoun, c'est plutôt un mec de notre région, du Maghreb, qui était entre la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Andalousie et tout ça. Donc, je me le suis, entre guillemets, approprié que beaucoup plus tard. Or, j'aurais trouvé ça chouette d'avoir, je ne sais pas moi, des dessins animés qui simplifient la pensée de Ibn Khaldoun quand on était petit, des muqaddimas simplifiés à l'école, par exemple, quand on était à l'école publique et qu'on apprenait ce genre de choses. Ce qui s'applique sur Ibn Khaldoun s'applique sur toute la pensée arabe, musulmane, amazigh, toute notre histoire. Donc, quelque part, on a cédé notre souveraineté. Oui. Et donc, on ne peut pas tellement vouloir aux autres d'avoir pris la place. Hollywood, l'Occident, avec sa culture et tout, il a pris sa place. Si je reviens, par exemple, à notre élite, si quelqu'un il a été formé à l'école primaire, je ne sais pas les noms, mais enfin, on s'entend, s'il a fini ses études de lycée à Descartes ou à l'IOT, etc. et tout, donc cette femme ou cet homme a grandi dans un paradigme totalement occidental. Il ne peut avoir un regard sur nous autre que celui d'un Français. Et encore, le Français, lorsqu'il vient jusqu'au Maroc, il vient avec une certaine curiosité, de découverte et tout. L'autre, il pense connaître cette culture, donc il la méprise encore plus vite et plus facilement. Oui. Et puis d'autant que c'est un point de vue biaisé. Et c'est un point de vue totalement Pour biaisé. ceux qui ont étudié en Europe, on voit bien dans les livres d'histoire que la manière dont on raconte l'histoire arabe ou islamique n'a rien à voir avec la réalité. Totalement. Et on peut, à la limite, je ne pourrais même pas leur en vouloir, parce que vous savez, moi par exemple, quand j'ai quitté le Maroc la première fois, j'avais 23 ans, jamais voyagé avant à l'extérieur du Maroc. Donc je découvrais ce monde. Et tout bêtement, tout naïvement, je croyais vraiment que c'était des gens qui correspondaient aux valeurs qu'ils défendaient, soi-disant, et que nous, en tout cas, l'impression qu'ils nous donnaient ici. Moi, je pensais que Le Monde était un journal qui disait la vérité tout le temps. Oui. Et que nous, on avait des journaux qui mentaient, mais pas eux. D'accord, donc il y a une idéalisation donc, finalement. Oui, parce que j'ai grandi là-dedans, parce que ça a été dit comme des vérités. Et en fait, je vais découvrir que l'Européen moyen n'est pas du tout plus intelligent que le Marocain moyen, mais en le confrontant live, en étant vraiment au Galsma. Et c'est là où j'étais là, mais en fait, on nous a raconté quoi exactement? Donc, il y a leur propagande quelque part, et puis, étant donné que nous, on avait un vide autour, on l'a prise telle qu'elle et on l'a bouffée, et on l'a consommée. Et les rares personnes, donc nos élites, lorsqu'ils parlent, je retrouvais le même message qu'eux qui viennent d'Occident, donc ça ne pouvait que confirmer ça. Et c'est ça qui a créé, qui a biaisé un peu la vision qu'on a par rapport à ça. Heureusement, maintenant, avec Internet, etc., on est en train de tous découvrir que la France est une vieille puissance qui est en train de descendre gentiment et qu'il va falloir à un moment donné, prendre nos distances avec ce pays. En tous les cas, réajuster un peu certaines choses avec ce genre de... Finalement, derrière tout ça, il y a des êtres humains et que l'humain est un peu pareil partout. Voilà. Et puis, il y a surtout une histoire qui explique beaucoup de choses. Je veux dire, De Gaulle, par exemple, disait lorsqu'il nous a accordé, quand je dis nous, je parle de tout le Maghreb et de tous les pays africains, l'indépendance, c'est que ces gens doivent parler français parce que celui qui parle français, il consomme français.
Et ça explique pourquoi on s'est ramassé des voitures Renault et Peugeot, etc. et tout, pendant tout, en tout cas, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était eux qui avaient le monopole du marché, sachant que quand, je sais pas, vous allez en Allemagne, par exemple, avoir une voiture française, c'est presque une insulte, c'est un gag. Aux États-Unis, c'est une blague. J'en profite là pour rebondir là-dessus, sur les fondements anthropologiques des peuples, Rachid Achachi. Est-ce qu'on peut repenser sa culture, justement ? Le mot est adéquat, repenser, parce qu'un peuple qui est confronté au choc de la modernité occidentale, d'ailleurs on peut dire modernité tout court, parce que modernité occidentale est un pléonasme, une tautologie, parce qu'elle ne peut être qu'occidentale, ça c'est la thèse que je défends, il y a différents moyens de réagir. Il y a le premier, celui d'une forme de passivité enthousiaste, en partant de l'idée que oui, voilà, on est arriéré, et la modernité est venue à nous, certes brutalement, mais on peut se l'approprier, donc développer notre modernité. C'est une thèse défendue par certains, entre guillemets, penseurs marocains, j'y adhère pas du tout, parce que ça veut dire qu'ils ne comprennent pas ce que veut dire la modernité. Et donc cet enthousiasme béat donne lieu à une forme graduelle de mépris de soi, mais au sens de son peuple. Parce qu'effectivement, on juge qu'il y a trop d'entraves à cette modernité-là. Preuve en est, c'est qu'on est en modernisation depuis l'indépendance. Je veux dire, soit on s'est trompé de chemin, soit il y a un problème dans la définition du paradigme. C'est comme la démocratisation, comme tous ces concepts-là, transition, machin truc, ça n'a pas de fin, parce que c'est pas notre horizon. Et donc l'idée d'avoir pris l'horizon de la modernité occidentale et de l'avoir greffé sur notre réalité anthropologique en se l'appropriant comme notre horizon, on ne l'atteindra jamais. Parce que ce qu'on perçoit comme étant des obstacles, en fait, effectivement, c'est nos constantes anthropologiques, c'est notre fondement, notre enracinement. Mais là, non plus, il ne faut pas tomber dans le piège de la dimension réactionnaire. C'est-à-dire, pour rejeter la modernité, en fait, on va restaurer le passé. Parce que le passé, c'était génial, et on portait des jets là-bas, effectivement, on marchait à dos d'âne. Et donc, le passé est génial, et on peut même remonter jusque dans un mythe un peu religieux ou politico-religieux, aux compagnons du prophète, qui serait un peu l'horizon indépassable auquel il faut revenir. Or, le problème, c'est que l'histoire ne repasse pas les plats. Et on ne peut pas restaurer au risque de tomber dans une caricature. Toute restauration de l'histoire donne lieu à une caricature. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est d'abord identifier nos constantes anthropologiques, notre être au monde, notre valeur au monde, quel est le prisme qui fait que l'on établit tel ou tel rapport avec la mort, avec la vie, avec la naissance, avec la vieillesse, qui est propre à chaque culture, à chaque civilisation, et de tenter de le rendre contemporain et pas moderne, c'est-à-dire effectivement de le réinventer. Donc le but n'est pas de restaurer une tradition marocaine qui aurait été idyllique et parfaite, mais le but est de réinventer notre tradition de manière contemporaine en actant les changements irréversibles qui ont eu lieu, autant au niveau des mentalités des gens qu'au niveau du système politique, qu'au niveau du système économique. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper. Je veux dire, il y a une hégémonie du capitalisme. L'hégémonie de la culture peut-être, puisque pour les francophones en tout cas, lorsqu'on veut s'intéresser à la culture marocaine, pour en parler que celle-là, on va lire Bernard Lugan, on va lire Gaston Viette. Et c'est toujours par le prisme occidental. Mais parce que le problème, c'est qu'on a hérité d'une lecture maghrébine de notre histoire et de notre identité qui n'avait pas forcément, à part Ibn Khaldun et quelques-uns, qui n'avait pas forcément le souci de l'exactitude et de l'esprit critique, mais qui était plutôt dans une approche apologétique où effectivement il fallait justifier l'ordre établi, politique, politico-religieux, en puisant dans le religieux des éléments qui vont enjoliver un roman civilisationnel, pour ne pas dire national, car il n'y avait pas de nation à l'époque. Et puis, on a été projeté dans une modernité critique avec des Français, effectivement, majoritairement, mais il y a également des orientalistes allemands et d'autres, qui vont écrire notre histoire, mais ils vont l'écrire comme des légistes. C'est-à-dire qu'ils vont disséquer un cadavre, avec effectivement, en démystifiant, en cassant le mythe, en cassant la magie, par un désenchantement de l'histoire. Et en fait, on a le choix entre ces deux-là. Et donc, peut-être qu'il y a un champ qui demeure ouvert pour les intellectuels marocains, de tenter de relire notre histoire, non pas sous le prisme des écoles occidentales de déconstruction et de relativisme absolu, et non pas sous l'approche mythique, apologétique, mais sous une approche qui tente tout simplement de restaurer ce qu'il y a de meilleur dans notre passé, mais effectivement d'évacuer ce qu'il y a de moins bien. Parce qu'effectivement, moi, je ne fais pas partie des gens qui croient qu'avant, tout était mieux. Avant, tout était mieux du point de vue des valeurs fondamentales, mais tout n'était pas mieux du point de vue de leur application concrète sur le terrain et sur le réel. Donc effectivement, c'est un champ de réinvention. Notre identité est à réinventer et n'est pas inventée, parce qu'elle a déjà eu lieu, sous une forme historique contingente qui a disparu. Effectivement, il y a des résidus, je suis d'accord avec Massem Sri, mais le problème, c'est que le prix à payer des résidus, c'est que ce qui était normatif et relevé du quotidien
est devenu rituel et l'occasion d'une forme de mémoire une fois par an, les Etzrer, voilà, il faut acheter les vêtements de les Etzrer, etc. En parlant de réinventer, donc Marcin Bestri, est-ce qu'on peut réinventer la culture marocaine avec l'outil du cinéma, de l'image? Alors là, on s'attaque à un gros morceau. Parce qu'en fait, souvent, ce problème, il est évoqué dans les médias, etc. Et souvent, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous entend, ce qu'on nous reproche, nous, par exemple, les gens, en tant que cinéastes ou producteurs, etc., c'est pourquoi nous n'avons pas des films marocains qui sont, je sais pas moi, des films d'histoire, des films historiques, des films qui racontent notre culture, etc., etc., etc. Ou même les livres. La qualité des livres marocains est médiocre. Quand on compare les livres pour enfants qui se font en France ou en Occident, qui se font ailleurs, qui sont beaux, qui sont élégants, qui donnent envie de lire et de s'intéresser à la culture. Et donc, en fait, c'est vraiment... Je vais y aller petit à petit parce que c'est très large. Ça touche vraiment un spectre très large qu'il faut aller creuser un peu partout. Donc, juste pour revenir à cette histoire, lorsqu'on a cette discussion par rapport au cinéma marocain et ou les feuilletons, les séries, etc. et qu'on nous reproche pourquoi c'est pas comme ça, pourquoi on n'a pas ceci. Lorsqu'on parle, la première chose qui vient, c'est ne me dites pas que c'est question de fric. Ne me dites pas que vous n'avez pas l'argent et que la subvention, pourquoi des producteurs ne viendraient pas. Même si un film historique, on sait que ça coûte très cher. Très cher, oui. Et la question, c'est pourquoi vous investissez pas, vous mettez pas de l'argent, etc. Pourquoi vous réclamez de l'argent à l'État? Moi, je fais partie des gens qui pensent que oui, l'État doit jouer ce rôle-là pendant un certain temps. Pour une raison très simple. C'est que moi, je sais pas si, par exemple, au Maroc, on fabrique des briquets. Je sais pas s'il y a des boîtes qui fabriquent des briques. Non. Et peut-être que non. Et je trouverais absurde qu'on dise, on aimerait bien avoir fabriqué des briquets chez nous, et pour cela, je vais demander des subventions de l'État. Non. Ouais. Parce que voilà, c'est un commerce, tu veux le faire, tu le fais, sinon on l'importe. Par contre, là où nous, on n'est pas dans le même registre, c'est que, justement, il n'y a aucun Marocain dans la rue qui réclame d'avoir des briquets marocains. Or, tous les Marocains te disent, on veut avoir des bons films marocains. Le briquet ne contribue peut-être pas à la souveraineté. Avant même d'arriver à ça, c'est juste que on nous reproche un truc tout le temps, et lorsqu'on dit voilà les solutions, on dit mais non, mais c'est un business, vous devez créer une industrie. Or, si on revient à l'origine de la chose, c'est très simple. Si on veut créer une industrie, c'est de A à Z, c'est du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas, imaginons même que je gagne à l'euro million et que j'ai 100 millions sur mon compte, je ne peux pas investir 100 millions dans un film historique que je ne pourrai jamais récupérer comme argent. Parce que le marché, il n'existe pas. Oui. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il reste? Et c'est ça qui va expliquer beaucoup de choses. C'est qu'on va faire des films dont on sait qu'ils ne vont pas vraiment avoir un public au Maroc. Ils ne vont pas sortir dans les salles. Il y a très peu de salles au Maroc. Donc, il n'y a pas une industrie là-dedans. Donc, le producteur ne pourra pas récupérer l'argent. Je suis obligé d'aller chercher des subventions. Et de plus en plus, pour arriver à une qualité, ne serait-ce qu'en termes d'image, de préparation, de production, etc., à une qualité qui est, on va dire, potable, qui tient la route, je suis obligé d'aller chercher aussi des subventions à l'étranger. Ce qui m'amène à renégocier ma ligne éditoriale, que je le veuille Exactement. ou pas. Mais c'est pour ça que je tiens à dire justement que le cinéma n'est pas un business comme un autre, puisque Hollywood l'a bien compris, c'est un outil de propagation d'une idéologie, de valeurs, de plein de choses. Et donc, si je fais un constat actuel, je vais essayer de résumer, parce que sinon je vous parlerai pendant des heures de ce sujet, parce qu'on en parle tout le temps entre nous. Si je regarde maintenant les films marocains qui sont vus dans le monde, je vais me rendre compte qu'il y a une petite catégorie. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui vont être sélectionnés dans les grands festivals, Cannes, Berlin, Venise, Toronto, etc. Enfin, il y en a 4 ou 5, c'est les festivals de A. Il faut savoir une chose, c'est que lorsque vous avez le coup de fil de Cannes ou le mail qui vous dit vous êtes pris, vous n'avez même pas besoin d'attendre pour recevoir tout de suite après une dizaine de propositions de vendeurs internationaux qui veulent prendre le film. Pardon. Ouais. Et donc, et ces vendeurs internationaux, ils vont prendre le film uniquement parce qu'il est à Cannes. Cannes est une fenêtre qui va leur permettre de vendre ce film un peu partout dans le monde. Oui. Et c'est ces films-là qui vont aller faire le tour des festivals, qui vont sortir en salle dans plusieurs pays dans le monde et que vous allez retrouver dans les plateformes et dans les télés. OK. Maintenant, pourquoi Cannes choisirait ton film à toi? Pour l'idéologie, certainement.
Alors, il y a les qualités cinématographiques Voilà. et autres. Et bien sûr, il y a une idéologie. Et on ne peut même pas leur reprocher parce que c'est comme ça qu'eux, ils voient les choses. Là, il y a littéralement un cahier de charge, je veux dire. Voilà, il faut qu'il y ait une femme Alors, dessus, c'est pas il faut qu'il y ait... écrit. Enfin, mais implicite. C'est implicite. Moi, je laisse le spectateur regarder les films qui sont Ouais. à Cannes depuis quelques années, les films de notre Justement, région. comment ça se fait du coup qu'il n'y a que certaines idéologies, en général des idéologies de gauche, l'idéologie woke, qui sont systématiquement promues, que ce soit sur Netflix ou que ce soit au cinéma? Comment ça se fait qu'on choisit certaines idéologies, en général de gauche, et pas des idées souverainistes, des idées de droite? Tout simplement parce que c'est à l'image de l'élite qui décide cela. Parce que quand on a une élite qui est cosmopolite, qui est déracinée, enfin qui est déracinée volontairement, parce qu'elle se considère comme étant au-delà du concept de nation et de frontières nationales et qui se pense comme une élite mondiale, naturellement, elle va sponsoriser toutes les idéologies qui vont contribuer à liquider au niveau des peuples toute capacité de résistance, d'enracinement et de subversion. Et quoi de mieux que la gauche qui permet effectivement, dans une dynamique de déconstruction permanente, de déconstruire les identités collectives. Ça commence par déconstruire le roman national en disant que non, votre histoire n'est pas que jolie, vous avez commis des crimes, l'esclavage, blablabla. On réactive tout ce qui est négatif pour casser en vous cette idée que j'appartiens à quelque chose qui me dépasse. On déconstruit les croyances collectives, les religions, en disant, voilà, c'est des mythes, etc. Pour enfants, vous êtes mature maintenant, vous devez être athée, vous devez être anti-religieux, etc. La famille, aujourd'hui, même le genre, c'est-à-dire même homme, vous doutez, est-ce qu'effectivement je suis homme, peut-être que j'ai mal choisi quand j'étais petit. On est d'accord qu'en fait, c'est pas juste du divertissement. Non. C'est pas juste un business, il y a vraiment un projet idéologique. Ah oui, mais seulement l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, du pain et des jeux, c'est vieux comme le monde. Je veux dire, à chaque fois, utiliser le divertissement comme moyen d'atrophier la conscience collective ou de la liquider, c'est le projet aujourd'hui de l'élite mondiale, principalement occidentale, qui cherche à liquider au sein de son propre peuple, avant même de faire l'hégémonie sur les autres peuples. C'est-à-dire, nous, on parle quand on souffre d'une hégémonie occidentale. Mais je veux dire que les peuples européens et américains, mais européens davantage, souffrent les premiers de cette hégémonie-là, cosmopolite, de déracinement, etc. Parce que c'est les premiers à avoir vu leur religion déconstruite, l'Église catholique, etc. C'est les premiers qui ont subi le joug des tyrannies révolutionnaires avec la terreur, etc. C'est les premiers qui ont perdu la famille. Ouais, nous, on est en train de résister pour ne pas la perdre, mais ils l'ont perdu bien avant. Oui. Je veux dire, les premières victimes de la modernité... Donc on a une guerre de retard, en fait, parce Oui. que ce qui se jouait en mai 68, on a l'impression aujourd'hui au Maroc, ça se joue aujourd'hui. Seulement nous, on a la version accélérée. C'est un peu WinZip ou WinRAR. C'est-à-dire, on a tout pris. On prend tout dans la gueule, pardonnez-moi l'expression. On prend la modernité, la postmodernité, enfin toutes les dérives en même temps. Eux, ils l'ont pris graduellement sur 3 siècles, 4 siècles de déconstruction. Donc ils ont eu le temps de l'intégrer, de l'acter dans leur mentalité. Et puis très rapidement, si vous permettez, j'aimerais juste revenir, parce que tout à l'heure, j'ai parlé dans le général avec les concepts. Maintenant, pour aller au concret, premièrement, je pars du postulat que toutes les valeurs sont universelles. Il n'y a pas une culture qui n'a pas développé la valeur de la pudeur, la valeur de l'amour, la haine, même la haine, elle peut être sublimée. Mais chaque culture la décline, l'exprime à sa manière, et c'est ce qui va fonder son identité. Je prends un exemple marocain, parce qu'on parlait de cinéma. Moi, je défends effectivement l'idée de cinéma historique, avec de grands films, de grandes productions qui permettent de flatter un peu et de nourrir ce patriotisme, cet enracinement. Mais on peut faire beaucoup de choses avec très peu de budget, tout en défendant l'identité, sans recourir à l'histoire, même contemporaine. Et là, je vais prendre une valeur telle qu'elle est déclinée du point de vue marocain. La pudeur, par exemple, la fa. La fa au Maroc n'est pas une valeur uniquement sexuelle ou en rapport avec le corps, qu'il faut cacher telle partie ou telle partie. Parce que chaque culture considère qu'une partie est érotique du corps, d'autres considèrent que non. Voilà, les Japonais, ça va être les pieds qu'il faut cacher. Voilà. Mais chez nous, c'est un concept transcendant, c'est-à-dire qui englobe toute la totalité de l'être. C'est-à-dire même manger, il y a une pudeur dans la manière de manger. On ne mange pas dans la rue parce que peut-être il y a quelqu'un qui a fain, qui passe à côté, qui a trop de dignité. Sans l'odeur du plat, il faut partager avec lui. Voilà, exactement. Donc la pudeur est un concept transcendant et qui d'ailleurs qu'on ne peut pas enfermer dans la dimension sexuelle. C'est-à-dire même une femme peut être habillée de manière entre guillemets légère, mais avoir un regard pudique. Et une femme peut être habillée dans un voile intégral, on ne voit que les yeux, mais un regard vicieux. Et même pour l'homme, je veux dire, la pudeur n'est pas quelque chose à enfermer même chez la femme, la fat même chez l'homme. Donc déjà, voilà, on a une valeur qui est exprimée de manière marocaine, peut-être maghrébine, on peut élargir, mais en l'occurrence, on parle du Maroc, et qui pourrait être transposée dans le cinéma à travers un film qui peut être tourné dans une chambre, dans une maison. Je veux dire, juste à travers des personnages, des dialogues dans un café, l'amitié, la pudeur dans l'amitié, la pudeur dans l'amour, la pudeur avec les parents, comment cela est bouleversé par la modernité. Et on a un film qui est intégralement articulé autour d'une manière marocaine d'extérioriser, d'exprimer, de vivre au quotidien une valeur qui peut se perdre sans que l'on s'en rende compte et que peut-être une manière de la restaurer effectivement par le cinéma. Et là,
en attendant d'avoir les budgets, effectivement, que le privé investisse, qu'il y ait un marché, qu'il y ait une demande, déjà commencer par ça pour être intéressant. Il y a déjà des films qui font ça. En France, il y a le Dîner de cons qui est un huis clos, qui montre très bien une partie de la mentalité de la... Mais le problème, Moacir en parlera mieux que moi, je vais laisser de la parole tout de suite, c'est que quand on parle des principaux festivals de cinéma à l'étranger, il y a des Marocains qui font des films autour d'un certain nombre de valeurs, mais ce ne sont pas nos valeurs, c'est la vision occidentale de ce que devraient être nos valeurs. Et donc on parle de l'homosexualité opprimée, du féminisme, un certain nombre de choses. Mais peut-être qu'on a besoin de plus de films avec un regard marocain sur les valeurs marocaines. Du coup, on est perdu effectivement dans tout ça et ça peut-être expliquer, moi c'est une bêterie, pourquoi une certaine élite marocaine est dans l'autoflagellation permanente, voire la haine de soi. Alors moi, je vais quand même encore détailler un peu, parce que ce processus-là, justement, cette cuisine interne, elle est méconnue par le grand public. Et en fait, tant qu'on n'a pas compris ça, on ne comprend pas pourquoi on est dans cette situation. Donc je disais, par exemple, les 2 ou 3 films marocains dans l'année qui vont faire les grands festivals. Oui. En fait, non seulement il y aura ces 3 qui vont être dans les grands festivals, mais on n'entendra parler que de ces 3-là. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas un marché local. Pour prendre 2 exemples qui marchent, si vous regardez le cinéma iranien, on entend souvent parler, dans tous les grands festivals et des cinéastes iraniens qui gagnent des grands prix, etc., l'Iran gagne à tous les coups. C'est-à-dire, les films qu'elle considère comme étant anti-régime ou pas pudiques, etc., même s'ils sont toujours très pudiques et très bien faits, et très soignés, et très bien écrits, mais qui sont un peu contre le régime, gagnent des grands prix dans le monde et donnent une super image de l'Iran. Mais l'Iran produit énormément de films que nous, on ne voit pas, mais qui marchent à l'intérieur de l'Iran. Et là où ils sont forts, c'est qu'ils arrivent des fois même à ce que le film, si vous prenez le film de Farhadi, par exemple, Séparation, qui a eu l'Ours à Berlin et qui a eu l'Oscar du meilleur film étranger, c'était un box-office en Iran. Okay. Vous voyez ? Si je prends l'Égypte, par exemple, l'Égypte produit un grand nombre de films qui ne sortent pas qui ne vont pas dans les grands festivals, oui. Mais par contre, qui sont des cartons en Égypte et dans le Moyen-Orient, qui sont vendus à toutes les chaînes arabes. Mm-hmm. Donc, un producteur égyptien, lui, il se dit, moi, je m'en fous de Cannes. Moi, je veux un film qui sort, qui rencontre son public. Et ça fabrique des stars. C'est pour ça que les stars égyptiennes peuvent être payées à des chiffres que nous, on ne peut même pas imaginer au Maroc. Donc, ils ne produisent pas des films pour l'étranger. Non. Et en fait, ils ont laissé, depuis une quinzaine d'années maintenant, ils se sont dit, tiens, on va quand même être présents. Mais il y a quelques producteurs qui s'intéressent à ça. Et ces mêmes producteurs produisent aussi des choses qui marchent. Ils gagnent leur argent avec ça. Ils produisent de l'art. Et ça devient une minorité de la société. Ce qui est le cas. Même en France, par exemple, le nombre de films français qui sont à Cannes ou dans les grands festivals, c'est 4% de la production nationale. Nous, le problème, c'est qu'on a l'impression que les 2 ou 3 qui nous représentent, c'est la globalité de la production. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas un marché local. Si maintenant, on avait 500 salles au Maroc et qu'on pouvait montrer aux Marocains nos films, à la limite, un réalisateur ou un producteur marocain, il s'en foutrait royalement de Cannes. Parce que son premier but, c'est d'être vu chez lui. Donc c'est quoi ? C'est un manque de vision de la part des décideurs marocains ? En fait, c'est juste que je crois que pendant très longtemps, le Maroc a considéré, ou ceux qui nous dirigent, ont considéré que ce n'était pas très important. Donc c'est de l'amusement, en fait. Que voilà, c'était du divertissement. C'est pas un outil de soft power. Et en fait, ils n'ont pas vu le soft power, l'importance du soft power qui se cache derrière le cinéma. Et c'est aussi le cas pour la littérature, etc. Et tout. Et peut-être que c'est là-dessus, je pense maintenant avec le nouveau ministre, etc., ils sont en train de travailler, mais c'est un gros boulot qu'il y a à faire. Et malheureusement, oui, il va falloir sacrifier quelques années, payer, mettre des subventions jusqu'à créer ce marché pour qu'après on devienne, entre guillemets, autosuffisant. Après, il y a des pays qui l'ont fait. Je veux dire, la Turquie a rattrapé très rapidement son retard. Le Nigeria, même, sans aller en Turquie. Oui. Il y a une vraie industrie cinématographique nigériane, un vrai marché en Nigeria. Pardon. Exactement. Mais c'est un travail qui a été fait. Et je vais vous donner un exemple très concret. Par exemple, hier, j'étais avec ma productrice et on discutait d'un film marocain qui doit sortir en salle, qu'elle a produit. Et c'est un film de genre. C'est la première fois qu'un film de genre fait aussi bien. En plus, un film marocain de genre, techniquement très, très bien fait. Ça, à mon sens, tous les gens qui l'ont vu, le film, savent que c'est un blockbuster potentiel. Mais des salles comme Megarama, par exemple, refusent de prendre le film. Et donc, à partir de là, ce film est condamné à sa sortie déjà. Mais quel est l'argument ? Pourquoi il refuse ? Alors, ça c'est très compliqué avec Megarama d'avoir des arguments. En fait, c'est toujours très chaotique, on ne sait pas vraiment. D'accord, et comme il n'y a pas d'obligation ni rien, d'autant plus que les gens ne savent pas, c'est que les exploitants en général prennent 75% des recettes la première semaine, puis après ça va en crescendo, ça monte. Donc tu ne peux même pas être rentable. Et malgré ça,
tu es bloqué. Ça veut dire que même les quelques salles qu'on a, comme des circuits, en fait, ils vont favoriser les films qui viennent de l'étranger aux dépens des films marocains. Donc, vous voyez à quel point ce marché est réduit. Après, on a le problème de la langue marocaine qui fait que les Netflix et compagnie, etc., ne prennent pas vraiment le produit parce qu'ils disent c'est un petit marché, c'est une niche. Contrairement à l'Égyptien qui est compris dans tout le monde arabe. Donc, on a beaucoup de terrain sur lesquels on doit... cet argument de dire on a une haine de ce qu'on produit. On valorise systématiquement ce qui vient d'ailleurs et on n'aime pas ce qu'on fait. C'est pas ça. Le Marocain, je peux le comprendre. Le public marocain, je peux le comprendre parce que, vous savez, moi, par exemple, j'ai vécu l'expérience plusieurs fois où quand les gens vont en salle, genre dans les multiplex, là où il y a plusieurs écrans, en fait, lorsqu'ils voient une affiche d'un film marocain et ils voient un logo de festival, ils y vont pas. D'accord. Parce qu'ils partent du principe que, en fait, ils ne se retrouvent pas dans ces films. C'est-à-dire, la grande majorité ne se retrouve pas dans les films. Et l'élite, et c'est ça aussi qui devient drôle, l'élite francophone, etc. et tout, malheureusement, à chaque fois que je les croise, la plupart n'ont pas vu les films marocains, à part ceux de leurs potes. Parce qu'ils sont amis avec tel cinéaste ou tel cinéaste, et puis ils ont été à l'avant-première des films. Mais en dehors de ça, ils ne la consomment pas. Donc finalement, on fait des films pour qui ? Pour les festivals. Et finalement, quand tu réfléchis bien, si tu veux avoir les subventions, si tu veux aller dans les festivals, il va falloir quand même leur donner un scénario qui ressemble plus ou moins à ce qu'ils attendent, et on ne peut même pas leur en vouloir. C'est un peu comme les livres qu'on écrit pour le prix Concours. Oui. Il y a des livres qu'on écrit sur mesure pour le prix. Voilà. Et quitte à trahir son propre génie ou sa créativité, il y a beaucoup d'écrivains. Houellebecq, quand il écrivait de manière authentique, il n'a pas eu de prix. Ouais. C'est au moment où il a décidé d'avoir un prix qu'il a écrit le bon livre. Des fois, ça peut même devenir inconscient. Pour avoir le prix. Ça peut même devenir inconscient. Ouais. On se formate dans cet esprit-là, etc. Ouais. Donc, ça rappelle l'ère du temps. Oui. Bien. Donc, du coup, la solution, ça serait réellement de prendre à bras-le-corps ce projet de est-ce qu'on a envie d'exister. Et le pire, moi, je le répète souvent, c'est que être présent maintenant sur les grandes plateformes, c'est quasiment être présent à l'ONU. Si tu n'y es pas, ta place est prise. C'est un film, si, je sais pas moi, je prends la Colombie par exemple, si le public colombien suit une super série marocaine qui passe sur Netflix, vas-y après pour leur expliquer que le Sahara n'est pas marocain. Ils auront beaucoup de peine à entendre le message d'Algériens comme quoi on est des occupants. Donc voilà, donc effectivement, c'est un outil de soft power. Parce qu'il va te démystifier, parce qu'il va te connaître. Et le revers de la médaille, c'est que lorsqu'il ne verra sur Netflix qu'un film marocain qui a été à Cannes ou à Berlin ou à Venise et qui donne une très mauvaise image du Maroc, c'est tout ce qu'il connaît du Maroc. Et du coup, il va accueillir tout ce qu'on pourrait lui raconter sur le Maroc. Bien sûr, mais les Japonais, ils ont très bien réussi ça. Je veux dire, personnellement, je connais absolument pas le Japon, j'y suis jamais allé, mais je suis baigné de la culture japonaise, du manga, on admire le Japon. Et même le cinéma, Kurosawa, etc. Et les Coréens, la même chose. Et donc, Rachid Hachachi, pourquoi on n'arrive pas à faire ça au Maroc ? Pourquoi on n'arrive pas à faire un cinéma digne du cinéma manga japonais, de Hollywood, même des Indiens, de Bollywood ? Pourquoi on n'y arrive pas à ça ? Alors, le cas de l'Inde, d'ailleurs, il est particulier, vous l'évoquiez, parce qu'il y a eu deux types de colonisation à l'échelle planétaire. Il y a eu la britannique, anglo-saxonne, on dira, et la française. Les deux modalités de colonisation vont produire des séquelles qui vont être très différentes. Dans le cas de l'Empire britannique, quand les Britanniques arrivent, ils ne changent pas la culture locale. Ils s'appuient sur les élites locales, d'accord, les chefs de principauté en Inde, etc., de groupes ethniques ou de castes, pour sous-traiter la gestion de la masse. Et donc, et puis ils exploitent de manière abjecte l'économie, etc. Ça, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de bonne et de mauvaise colonisation. Mais en tout cas, la culture n'est pas altérée, n'est pas changée. La seule chose qu'ils ont interdit en Inde, c'est le fait que quand le corps d'un défunt est brûlé, sa femme doit le rejoindre et brûler avec. Bon, ça, on est d'accord, je crois que c'est abject. Oui, voilà. Ouais. Donc, c'est bien d'avoir interdit. Mais pour le reste, d'ailleurs, on le voit, même aujourd'hui à Londres ou ailleurs, un sikh peut aller être habillé dans ses vêtements traditionnels, pas de problème. Leur cinéma regorge de dimensions folkloriques relatives à leur culture. Ils ne viennent pas avec un package idéologique pour anéantir... Les Britanniques, c'est le relativisme culturel absolu. C'est-à-dire, faites ce que vous voulez, vous ne serez jamais un Anglais. D'accord ? Vous parlerez anglais, vous serez admis comme sujet de la couronne, mais vous n'êtes pas anglais, vous n'êtes pas européen. C'est le relativisme culturel. Les Français sont arrivés, en tout cas formellement, avec un logiciel universaliste, en partant de l'idée qu'en fait, vous êtes des barbares. Jules Ferry. Voilà, Jules Ferry, la gauche, principalement, le libéralisme est de gauche à l'origine, en tout cas au niveau juridique, politique et philosophique. On vous apporte la lumière, mais par contre, il faudra supprimer tout ce qui fonde votre être, c'est-à-dire tout votre enracinement, c'est ce qui vous empêche d'aller vers la lumière. Et donc, elle commence à désarticuler, à déconstruire, et au moment où elle part, en fait, elle n'a pas achevé son entreprise, parce qu'elle ne peut pas l'achever, parce qu'il y a des choses trop profondes pour être déconstruites, mais en même temps, elle a
suffisamment désarticuler votre identité de départ, vous êtes ni l'un ni l'autre à la fin. C'est ça, c'est l'histoire du corbeau qui, à force de trop imiter la colombe, finit par oublier sa propre manière de marcher, et ni celle de la colombe d'ailleurs. Et c'est davantage le cas des Algériens, parce que la durée de l'occupation était beaucoup plus grande, beaucoup plus violente et beaucoup plus, etc., que le cas du Maroc, mais globalement, on a tous été touchés par cela. Et donc, quand on voit la plupart des cinémas de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde ou du monde en développement, vous trouvez que les modèles qui ont le plus réussi, c'est le Nigeria, on en parlait tout à l'heure, c'est les Britanniques principalement, surtout la partie sud du Nigeria, là où il y a le pétrole développé chrétienne. L'Inde, pareil, c'est les Britanniques. Et puis le côté extrême-oriental qui n'a pas été globalement colonisé, sinon par le Japon lui-même, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale et un peu avant. Mais par contre, voilà, tous les résidus de l'empire colonial français, globalement, disons, ont plus d'obstacles d'ordre culturel et identitaire à dépasser ce viol colonial que des pays qui ont été maltraités sur le plan économique et militaire, mais qui ont été préservés sur le plan identitaire. C'est pas déterministe, c'est-à-dire on peut le dépasser, mais il faut déjà faire un travail sur soi. Parce qu'en attendant, on est dans un schéma trop hétéroclite pour pouvoir produire un film homogène capable de capter globalement toute la population. Parce que l'Égypte, on peut dire beaucoup de choses, mais l'élite égyptienne et l'Égyptien de la classe moyenne, globalement, partagent beaucoup de choses que de choses qui ne les séparent, en termes de mentalité, en termes de rapport à la religion, de rapport à l'être, au collectif, etc. Même s'ils ont des coptes, des chrétiens, des musulmans, etc. Chez nous, il y a un vrai gap. C'est-à-dire, quand on passe du type de classe moyenne qui, globalement, voilà, il y a une barrière linguistique, celle du français, historiquement, etc. Et quand on va vers un peu le gars qui est au niveau de l'élite, du top management, etc., il y a un fond commun. C'est pas qu'il n'y a pas un fond commun, mais il n'est pas conscientisé. Ce qui est conscientisé, c'est des différences abyssales entre les deux. Et donc, cette hétérogénéité, au fait, elle cache une homogénéité profonde entre nous tous Marocains. Et c'est elle que j'invite à réinventer, c'est-à-dire en partant des valeurs qui transcendent, comme l'EFA, comme d'autres valeurs, etc., qui pourraient être sublimées par le cinéma et nous faire redécouvrir qu'au fait, il y a un socle commun qui unit tous les Marocains, que ni les Français, ni personne n'a réussi à totalement désarticuler parce que c'est trop profondément ancré pour être arraché et déraciné. Donc, il y a des obstacles d'ordre culturel qui font qu'il y a une élite qui est dans le mépris de soi, ce qui n'est pas le cas de l'élite égyptienne, je suis désolé. Ils sont ultra patriotiques, quand je ou non. Rebondir sur ce que tu dis, parce que moi, il y a toujours quelque chose où j'ai toujours été un peu jaloux. C'est quand, par exemple, je suis au Festival du Caire, où je suis au Caire, en Égypte, etc., et que je suis dans le milieu un peu avec les gens du cinéma de là-bas. C'est très simple. Tu vas dans une table, juge Mgharba, quels que soient les Marocains, producteurs, réalisateurs, etc. et tout, à table, on parle 97% en français. Tu vas dans une table où il y a des réalisateurs, des producteurs égyptiens, ils sont tous parfaitement anglophones, ils parlent tous en égyptien, entre eux. Et ça m'a toujours posé problème. C'est pourquoi, chez nous, automatiquement, c'est le français qui prend le dessus dans une discussion. D'ailleurs, c'est le cas là, on est en train de parler en français, c'est-à-dire à un certain moment, il faut faire également pas une autocritique, mais un diagnostic de soi. Moi, j'ai un problème avec moi-même, c'est que je vais donner un exemple très bête et qui me fait mal de l'avouer comme ça. Mais par exemple, quand je voulais acheter Ibn Khaldoun pour découvrir, qu'est-ce que ce monsieur a écrit, ou Ibn Rushd, en fait, je me rends compte que je vais l'acheter en français. Pareil, mais ça n'empêche pas. Ça fait 20 ans que je ne lis pas en arabe, et du coup, même si je sais toujours lire l'arabe, etc., en fait, je n'ai pas la même concentration parce que je l'ai perdu. Et je m'en veux. Oui, mais ça n'empêche pas que, voilà, ça veut dire que je dis, etc., on le lit en français, mais ça n'empêche pas d'avoir une haine de la culture marocaine. Au contraire, d'avoir une sympathie, un amour. Bien sûr. Mais je vais même chercher même dans le détail. Dans le détail, je trouve que c'est très simple. L'esprit, il se formate quelque part. C'est-à-dire que si je suis entouré de gens francophones et que je parle français tout le temps et que je lis que français, je vais réfléchir avec un paradigme différent. Or, pas forcément avec un paradigme français au sens culturel du terme, mais à travers la langue. Du point de vue linguistique. Et en fait, ça formate. Et des fois, si on avait le temps, on pourrait le faire, par exemple, prendre certains films d'ici et voir que dans la structure, dans la fabrication, dans la scène, dans la construction de la scène, c'est un paradigme occidental. C'est parlé en arabe, c'est joué par des Marocains, mais la réflexion est le narratif. Oui, je ne veux pas donner de scène, mais voilà. Mais on le ressent. Et c'est ça qui fait que le public ne se reconnaît pas là-dedans. Il a l'impression que, je ne sais pas, prenons juste un exemple très bête. Et j'en parlais hier avec des amis dans une cellule d'écriture. Juste, comment un Marocain dit bonne nuit à sa femme et lui montre qu'il l'aime. Dans tous les feuilletons ou les films marocains, c'est fake.
Sabhi al khair, Moulati, il l'embrasse sur le front. Enfin, oui, on n'arrive pas vraiment à raconter comment on le vit réellement. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, on va prendre le modèle francophone, enfin occidental et tout. On va dire chérie, bonne nuit. Et en fait, tout ça sonne fake pour le spectateur marocain. Il ne se reconnaît pas là-dedans. En tout cas, la majorité des gens ne se reconnaissent pas là-dedans. Donc voilà, donc il y a un vrai travail à faire, mais c'est pas. Après, pour rappeler, si vous permettez, le rôle de. Faut pas en vouloir aux Marocains, je veux dire. Non, du tout. Non, je dis pas ce que vous dites. Je dis tout simplement qu'il y a une part de responsabilité de l'élite politique marocaine après l'indépendance, où effectivement on a fait pas n'importe quoi, j'ai failli dire n'importe quoi avec la langue arabe, etc. Mais on a manipulé la dimension linguistique de telle manière à préserver une élite dans un schéma d'autoreproduction sur elle-même, en créant une barrière linguistique qui est celle du français, en arabisant à moitié au niveau de l'école publique, et en créant des générations qui ne sont ni totalement arabisées, ni totalement francisées, qui ne maîtrisent bien ni amazir, ni effectivement, alors qu'on a une élite qui, elle, est cohérente. C'est la mission française, puis études à l'étranger, puis elle revient, le poste l'attend, et c'est un schéma d'autoreproduction, d'où le fait qu'il y ait une haine de la langue française aujourd'hui chez une bonne partie de la population, alors que le français n'y est pour rien. Ouais. C'est l'usage qui a été fait du français par une élite, un usage criminel, pas l'élite en elle-même, on va pas en prétendre, mais voilà, et qui fait que le français est vu comme la langue qui m'empêche de gravir les échelons, de monter alors que je suis compétent, je travaille dur, etc. Pareil, mon point de départ, c'est l'économie à la base, ma discipline. Mais on enseigne l'économie qu'en français au Maroc. Complètement. Il n'y a aucune faculté qui l'enseigne en arabe. Donc après, venir faire le reproche, mais pourquoi vous parlez l'économie en français? Je comprends la personne qui émet le reproche, parce qu'elle aimerait bien comprendre. Ouais. Mais en même temps, il ne faut pas se tromper de personne quand on fait le reproche. Et pourquoi la fac ne l'enseigne qu'en français? Et c'est enseigné en arabe ailleurs, c'est ça le pire. Oui, en Égypte, en anglais, en arabe, on enseigne les deux. Voilà. Et du coup, donc, ça au Japon, en japonais. Pour revenir au sujet, donc comment améliorer cette perception de l'image qu'on a du Maroc et des Marocains, et que nous avons de nous-mêmes aussi? Est-ce que les MRE peuvent avoir un rôle là-dedans? Alors, tout le monde peut avoir en fait, tout le monde doit, à mon sens. Moi, j'ai un côté un peu dictateur dans l'âme, donc j'ai envie que tout le monde doit. On doit le faire. Parce qu'on a subi une colonisation il y a quelque temps. Il y a presque un siècle maintenant, et moi j'aimerais même qu'on ne fête même plus le jour de l'indépendance, parce que pour moi c'est une parenthèse française qu'il faut oublier. On doit tourner la page et se débarrasser de la France et petit à petit reprendre vraiment une souveraineté, mais c'est presque un devoir. Il faut savoir une chose, c'est que, et à chaque fois que je le vois, ça me paraît un peu, ça me titille un peu, le patriotisme est très mal vu. Pourtant, il n'y a pas plus patriotique que les Français. Et tous les francophones trouvent ça normal que si lorsque Macron... C'est assez interdit d'être patriote. Oui, non, mais enfin, quand on les entend parler, la France, c'est le centre du monde, c'est le centre même de l'univers quand ils parlent. Mais par contre, toi, parler du Maroc comme ça, c'est un nationaliste, presque un fasciste. Je dis, on te regarde bizarrement. Et on l'a même développé que même nous-mêmes, on a presque, je ne sais pas comment dire, mais on n'est pas très à l'aise de montrer notre patriotisme. Les Algériens, ils passent leur temps à dire vive l'Algérie, mais c'est très rare où tu entends vive le Maroc, ou qu'un Marocain, un intellectuel marocain dise à la radio, oui, en parlant du Maroc avec patriotisme. C'est comme s'il a toujours peur. En fait, c'est comme si on nous a inculqué, genre, attention, surtout ne soyez pas nationalistes. Et on crée le mélange entre les deux, l'ambiguïté entre les deux. C'est comme si c'était deux notions similaires. Or, moi, quand j'entends parler les Français, mais que ça soit dans la rue, ou à la télé, ou les politiques, etc. et tout, quelle que soit leur position, la France, c'est le centre de l'univers. La France, la France, la France. Comme si nous, on n'avait pas de culture, on n'avait pas d'histoire. Moi, personnellement, j'ai rien à envier à la France. À part le fait de son PIB, et qui est probablement en grande partie dit à tout ce qu'elle a pillé, et qu'elle continue à piller dans nos pays, en Afrique et au Maroc, etc. et tout. Donc, c'est juste déjà se réapproprier ne serait-ce que le droit d'aimer son pays. Et à partir de là, il peut y avoir plusieurs manières de le faire pour qu'on avance tous dans cette direction-là. Mais c'est vraiment un boulot collectif. Ça veut dire que tout le monde, pour moi, il n'y a pas que le centre cinématographique marocain ou que le ministère de la Culture. Moi, je vous donne un exemple très bête, mais par exemple, moi, j'habite en Suisse et je sais que, par exemple, l'ambassade suisse sélectionne des films suisses qu'elle montre un peu partout dans le monde, dans les ambassades suisses. Elle organise des soirées où elle invite des gens pour venir, des intellectuels, des influenceurs, des gens comme ça, pour faire connaître sa culture. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les ambassades marocaines à l'étranger. Oui. Alors, une réaction, Rachida Chachi. Bon, le patriotisme en France aussi, c'est presque un gros mot, j'ai envie de dire. Aimer son pays et son drapeau, c'est presque un gros mot. Fascisme, forme de fascisme, après la gauche. Bien sûr. Bon, il y a des pays qui aiment effectivement... Non, mais je comprends ce que vous voulez dire, Massem Saïd. C'est-à-dire que le français, en fait, le sentiment... Enfin, le français, ça veut rien dire. Il y a différents types de français. Mais les français dont on parle, enfin, ceux qui affichent une forme d'arrogance, en fait, c'est pas au nom de leur françaïté
qu'ils affichent cette arrogance, mais au nom de leur occidentalité. C'est-à-dire, c'est en tant qu'occidental qui se sentent ontologiquement, c'est-à-dire indépendamment de ce qu'ils sont réellement, supérieurs à un occidental. Donc là, effectivement, c'est un logiciel qui est encore latent et même assez exprimé dans le cadre du monde occidental, mais pas à travers la dimension ethnique comme à une époque donnée, mais à travers une dimension civilisationnelle, c'est-à-dire les droits de l'homme, etc. Si vous n'adhérez pas à tout notre logiciel qui est propre à nous culturellement en réalité, mais dont on prétend qu'il est universel, eh ben vous êtes effectivement un paria au niveau de la scène internationale, vous êtes un peuple archaïque, voilà, etc. Donc, après, il y a une méconnaissance aussi. Je l'ai vu moi de mes yeux. Il y a une énorme méconnaissance. Par exemple, dans le cas du Maroc, en France, les gens, pourtant, c'est des deux pays très proches l'un de l'autre, mais qui ne connaissent absolument pas le Maroc. Le Maroc se résume à des dunes, du sable, des chameaux. Après, et ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Mais donc, ça, c'est pas leur faute. Est-ce que les MRE, ou en tout cas ceux qui sont de passage ou qui étudient ou qui vivent là-bas, peuvent contribuer à faire avancer cette idée-là? Oui, mais disons que de l'autre côté, il y a quand même une machine de guerre un peu trop puissante pour que tout simplement les MRE puissent réellement inverser la balance. Ils peuvent contribuer effectivement à être des poches de lumière, de résistance, pour montrer que le Maroc n'est pas uniquement les cartes postales que vous achetez à Marrakech, que vous voyez, mais que c'est également une histoire millénaire. Mais par contre, là où il y a peut-être un petit désaccord, c'est qu'il ne faut pas enfermer le patriotisme dans une logique de vitrine. C'est-à-dire que voilà, vis-à-vis du monde, on va paraître beau, on a une histoire millénaire, des capitales impériales, etc. Alors qu'en interne, effectivement, il y a beaucoup de citoyens qui n'ont pas les moyens de leur dignité, qui sont écrasés économiquement, etc., socialement, linguistiquement, et qui, au fait, subissent l'injonction d'être patriotiques, alors que le patriotisme ne se décrète pas. C'est quelque chose qui émerge naturellement, spontanément, dès le moment où on ressent que sa patrie, en fait, non seulement nous donne naissance, c'est-à-dire pater, ça vient de la dimension paternelle dans les sociétés patrilinéaires, mais que c'est également un refuge et un sanctuaire. C'est que, effectivement, je peux être persécuté partout dans la planète, mais dès que je reviens dans ma patrie, je suis accueilli comme dans une famille, avec ma dignité, avec les moyens de la dignité, etc. Sinon, on entre dans un schéma de vitrine. C'est qu'effectivement, en interne, on doit s'écraser. Par patriotisme, il ne faut pas critiquer. Par patriotisme, mais effectivement, le linge sale, on le lave, etc., machin truc, etc. Mais au fait, on le lave jamais, le linge. Voilà, il faut être tellement patriote qu'il ne faut pas laver le linge. Il faut sortir dans la rue sale, je veux dire métaphoriquement. Voilà, critiquer, c'est aussi une manière de voir nos défauts et de les améliorer. Effectivement, non seulement c'est une manière, mais être patriote, c'est avant tout, avant de plaire aux autres et de démontrer qu'on est puissant, etc., c'est d'être critique vis-à-vis de soi-même. Par amour de la patrie. Avec ceux qu'on aime le plus, d'ailleurs. Effectivement, qui aiment bien Châtivien, c'est-à-dire effectivement. Mais là, le problème, c'est que même l'élite marocaine doit comprendre que quand certains, pas tous, il y a des gens qui critiquent par trahison, il y a des gens qui critiquent par intérêt particulier au détriment de la nation, mais il y a des patriotes qui critiquent par amour de leur patrie, qui peuvent critiquer l'État pour son bien. C'est-à-dire, l'État, tu te trompes, je te critique, voilà pourquoi. Parce que je veux le bien pour mon État, parce que c'est par un effet miroir, c'est un bien pour mon peuple, et donc je te critique pour cela. Mais voilà, il y a un problème, effectivement, de culture politique qui fait que ça ne passe pas. Pour en revenir au cinéma, est-ce que la critique de ceux qui, en tout cas des élites du cinéma, va dans ce sens-là? Alors moi, je rejoins totalement ce qu'il a dit Rachid. C'était pas du tout moi. Peut-être que je me suis mal exprimé. Bien sûr, je dis pas qu'il faut faire des films vitrines. Non, pas du tout. Par contre, faire des films uniquement qui critiquent, là, ça devient dangereux parce qu'on ne renvoie que ça comme image. Et à la limite, moi, par exemple, si vous regardez par exemple mon dernier film, La Tafah Al-Kail, Une urgence ordinaire, qui est très critique par rapport au système de santé, mais qui est une espèce de métaphore de toute la société, avec la corruption, avec plein de choses. Pour moi, mon public à qui je m'adresse, justement parce que j'aime ce pays, cette critique-là, elle est pour moi au Maroc. Moi, je n'aime pas montrer ce film à l'étranger. Et quand je le montre, je dois leur justifier beaucoup de choses et leur expliquer que c'est aussi un peu de leur faute, etc. et tout, que nous, on a ces problèmes-là. Mais moi, mon problème... Donc, je fais un film qui est une autocritique de mon pays pour les nôtres, mais malheureusement, il est plus vu à l'étranger. Et du coup, ça renvoie une image peut-être un peu trop négative. C'est une image misérabiliste. Une image misérabiliste que les autres attendent en plus. Veulent voir parce que ça les réconforte dans leur imaginaire, dans les préjugés qu'ils ont sur nous. Et en fait, moi, c'est à partir de là. Ce film-là, et le fait d'avoir voyagé avec ce film, m'a fait un peu, entre guillemets, évoluer. C'est-à-dire que j'en avais marre de montrer ça et de devoir justifier et expliquer, etc. et tout. À la limite, c'était un linge sale que je voulais laver in-house, au huis clos, entre nous. On est tout à fait d'accord. Ou bien au pire des cas, enfin, au meilleur des cas, en tout cas, le noyer dans une échelle beaucoup plus large, où il y a des films qui montrent toutes les belles choses aussi qu'on a et qui ne sont pas exportés. Pour revenir au MRE, par exemple, moi, si j'avais un message à envoyer, c'est que si
on arrivait juste à faire une chose très simple. Si on arrivait à déplacer les émireux, voir les films marocains lorsqu'ils sont projetés à l'étranger. C'est toujours une histoire d'économie. Oui. Parce que avec des invitations de l'ambassade, par exemple. Avec juste ne serait-ce que de les informer que les films existent. Parce que si tu sais que, par exemple, tu vas avoir, je sais pas moi, 400 000 spectateurs en France pour un film marocain, un distributeur français prendrait le film pour gagner de l'argent. Oui. Le problème, c'est que ça, on l'a pas. Ce pouvoir-là, les émireux peuvent l'avoir. Et que ce soit pour les films, pour acheter de la littérature qui vient du Maroc, etc. Et tout. Et en fait, petit à petit, économiquement, ça va se justifier de l'autre côté. Et on arrivera à rentrer, pas par des idéologies, mais par le chemin le plus court, qui est l'économie. Ouais. Ça gagne de l'argent, je le fais. Netflix, c'est la même chose. Je vais vous donner un exemple très concret. Par exemple, cette semaine, il y a eu un article quelque part sur l'Arabie Saoudite le pays du Golfe, qui ont dit à Netflix, attends, mais moi, je veux bien que tu respectes un peu notre ligne éditoriale, nos cultures, etc., et d'arrêter de montrer des choses qu'on n'aime pas. Ça paraît complètement absurde, mais moi, je suis sûr qu'ils vont gagner contre Netflix. Parce que Netflix, c'est une entreprise. Et si les Saoudiens disent ça, ça veut dire qu'ils ont un nombre d'abonnés, donc ils leur ramènent de l'argent. S'ils ne sont pas d'accord, ils vont couper, ils perdent de l'argent. Je pense déjà au niveau du monde occidental, ils sont en train de perdre énormément d'abonnements. Ils ont perdu récemment des millions d'abonnés parce que les gens sont tout simplement gavés de cet LGBTisme, même les Occidentaux eux-mêmes. Je veux dire, à un certain moment, on ne peut pas devenir ouvertement une antenne de propagande LGBT. C'est ce qui est devenu Netflix. C'est-à-dire même les dessins animés commencent à être contaminés par cette dimension-là. On n'est plus au niveau des films et des séries. Et puis un dernier élément, si vous permettez, parce qu'au fait, il y a un double piège suprématiste. C'est que du côté occidental, on parlait, il y a des Occidentaux, pas tous bien entendu, qui font l'économie d'être quelque chose par eux-mêmes parce qu'ils ressentent une supériorité du fait même qu'ils font partie du monde occidental. Voilà, donc on fait partie, donc globalement, on est supérieur à tous les autres. Mais le problème, c'est que par un effet de miroir, un peu comme tous les nationalismes, de notre côté, on a également en partie adopté une rhétorique, certains, là encore, c'est qu'au fait, on est sous-développé, on est arriéré, on n'a pas réellement de schéma de politique, mais on est meilleur que toute l'humanité parce qu'on est musulman. Et que ça suffit. Voilà. Et il suffit d'être musulman, alhamdoulilah, l'islam, vous le trouvez dans les commentaires, etc. C'est un peu comme, vous m'avez déjà dit, le coq qui danse les pieds dans la mer. Je veux dire, il suffit pas d'être musulman. C'est peut-être un point de départ, on peut être chrétien, on peut être ce qu'on veut, mais je veux dire, quoi que l'on soit, c'est-à-dire musulman, il faut également la mise en acte, la pratique concrète et pragmatique des enseignements, du rapport au monde, à la science, au savoir, à la découverte, etc. Donc, en fait, je voulais ramener à l'idée que pour réinventer notre identité, il ne faut surtout pas tomber dans le piège de la nostalgie et des lamentations. Le bouka al-atlal, c'est-à-dire les ruines, on va pleurer les ruines. Oh, comme on était grand, comme on était. À la limite, ce que font certains peuples qui se réinventent, comme le monde turc, etc., comme le monde russe, comme le monde chinois, japonais, c'est qu'au fait, on a eu une Andalousie qui est davantage un concept qu'une réalité. Forme d'image d'Épinal, qui était parfaite. Pourquoi pas ? Moi, je suis pas contre les mythes. Pour moi, les mythes sont structurants. Ils peuvent fonder un imaginaire. Mais au lieu de parler de l'Andalousie aujourd'hui, pourquoi ne pas parler de néo-andalousisme ? Revenir à l'histoire de l'Andalousie, en déduire un rapport à l'esthétique, un rapport au beau, que la ville n'est pas qu'une ville, qu'elle est également un paradis sur terre, etc. Et de réinventer l'urbanisme aujourd'hui, de faire de chaque ville marocaine une Andalousie. Le cinéma est une parfaite porte d'entrée, justement, pour montrer on l'a dans les vêtements, etc., dans le musique, le Rabnatel, etc. On l'a même dans les maisons, quand on va les salons marocains, oui, mais c'est toujours dans l'intime, dans une forme d'endogamie culturelle, mais qui n'arrive pas à sortir, à franchir le pas de la maison, et d'aller vers le public, vers l'espace, vers le politique, vers l'esthétique, vers tout. Donc, on a de la matière pour inventer un nouveau logiciel civilisationnel, une forme de néo-andalousisme ou néo-maghrébisme. J'en ai parlé dans une chronique récemment dans 360. Mais effectivement, il faut réactualiser, rendre contemporain, pas des éléments historiques, mais des valeurs qui ont pris différentes formes dans l'histoire, mais qui ne changent pas et qu'on appelle des constantes anthropologiques. Je partage complètement ton point de vue à ce niveau-là. Parce qu'à chaque fois que je me balade et que je regarde... C'est moche. Et je me dis surtout, mais le beau qu'on a su construire il y a des siècles en arrière, pourquoi il est où maintenant ? Il est encore rentable en Espagne. Ouais, et il est des millions de touristes qui viennent le voir. Il est très rentable en Espagne, justement. Il est très rentable. Et chez nous, en fait, il est un peu, il est même pas entretenu. Et puis surtout, ce qu'on construit de nouveau, moi, j'adore même dans une construction nouvelle qui a le croisse, etc. Exactement. Parce que ça rappelle, ça traditionnelle réinventée. Et on continue là-dedans. Je vais quand même rebondir sur un petit point parce que
quand on disait comment on peut y arriver, il n'y a pas de miracle. Il y a des lois qu'il va falloir mettre en place. Par exemple, si on prend l'exemple turc, on peut aller chercher et s'inspirer de comment la Turquie a fait pour réellement exister. Souvent, les gens ils disent, mais faites-nous des bons films et à ce moment-là, on pourra les mettre. Et en fait, c'est l'inverse qui se fait. La queue. En fait, c'est l'inverse qui se fait. Moi, j'aime bien donner l'exemple de la Corée parce que j'ai une anecdote qui est très drôle qui a été racontée par un réalisateur, l'ancien Palme d'Or coréen. Le nom, j'arrive pas à le prononcer parce que c'est coréen. Mais lui, il disait que au tout début, quand ils ont commencé, donc le cinéma coréen n'était pas de très bonne qualité. Mais par contre, quand un cinéma projetait des films américains, les cinéastes, les réalisateurs, les producteurs de cinéma allaient mettre des serpents dans les salles de cinéma. C'est-à-dire que tu prenais le risque de te faire mordre par un serpent. On mettra des souris. Ouais. Ça fera l'affaire. Mais pour dire à quel point ils ont été jusqu'à cette violence-là, c'est-à-dire, non, si le spectateur ne va pas voir les films américains parce qu'il a peur des serpents, il ira voir les films coréens, et en allant voir les films coréens, la qualité des films coréens va augmenter. Et en fait, c'est ça la logique. Même les Français l'ont fait pour se défendre contre le cinéma américain, et puis ils ont mis des règles, et puis voilà. Donc, si on impose maintenant, moi je vais vous dire une chose, nos films ne sont pas vus dans les salles marocaines, la majorité des films marocains ne sont pas sur les chaînes marocaines. Oui. À chaque fois, on trouve des prétextes, etc. et tout. Donc, ils ne les achètent pas. Des fois, même, ils le coproduisent et ils ne le passent pas. Donc, finalement, on les fait pour qui, ces films? Pour qu'on les garde entre nous ou bien pour qu'on les montre à l'étranger? Donc, ça, c'est un problème. Les salles de cinéma, par exemple, là, on est en train de chercher des gens pour venir investir et ouvrir des salles. Ouais. Mais la logique voudrait quand même qu'on leur impose que, je sais pas moi, la moitié des films soient des films marocains. C'est là qu'on en revient à la vision. Il faut une vision derrière toute action. Il faut un décisionnaire, un décideur qui dit maintenant on veut ça. On veut rayonner à l'international. Et puis surtout qu'il soit conscient de l'impact que ça peut avoir. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Dans le clientélisme, de réseautage, comment les gens sont nommés, est-ce qu'en partant du vision, du cousinage, du rapport génétique, proximité génétique entre les personnes, qui donne que des fois on a de la médiocrité qui s'installe graduellement, qui s'auto-entretient et qui empêche toute vision de remonter. D'ailleurs, sans forcément recourir au serpent, il y a peut-être une autre manière beaucoup plus simple. Non, mais je peux mettre des cafards. Non, mais moi, personnellement, j'ai grandi à Kenitra, j'ai découvert le cinéma indien, enfin Bollywood, malgré moi, je veux dire, parce qu'il y avait un cinéma fantasio à Kenitra. Au fait, tu peux pas aller voir le film américain que tu veux. Tu es obligé de voir le film indien, puis après vient le film américain. Donc tu vas voir les deux parce qu'après tu peux pas entrer uniquement au deuxième. Enfin le guichet est fermé, tu peux plus fermer. Exact. Et donc j'étais obligé de me coltiner un film indien. Puis j'ai commencé à aimer. Effectivement, il y a une esthétique, une beauté. Si on faisait la même chose avec les films marocains, c'est un peu peut-être dégradant au début de forcer les gens à voir. C'est pas grave. Mais ils apprendront à savourer, et à déguster, on est forcé à voir beaucoup de choses qu'on n'a pas Moi je vais plus loin. Quand tu veux voir le blockbuster, d'abord tu vois le film marocain. Oui, mais moi je vais plus loin. Moi je dis juste qu'une fois que les films sont passés dans les salles de cinéma, etc. et tout, moi j'arrête pas de dire cette idée-là, c'est offrons les films marocains, on les donne cadeaux aux plateformes. Juste prenez-les. Après, il faut que l'État paye la différence. Je veux dire, quand même, il y a des producteurs, des réalisateurs, ils vont pas payer de leur poche. En fait, alors subventionner. Alors, je vais vous dire une chose, Rachid. Il y a des acteurs qui doivent être payés. Non, mais je parle des films qui sont déjà faits. Ah d'accord, qui ont déjà été rentabilisés. Et qui dorment et qui sont visibles nulle part. Mais moi, personnellement, je parle même des propres films, je suis prêt à les donner, pour ceux où j'ai le droit de le donner. Pourquoi ? Parce que les Israéliens l'ont fait pour le cinéma israélien et c'est comme ça qu'ils se sont construits et qu'ils se sont fait connaître. Si on le donne à ces grandes plateformes et qu'après ils voient que c'est consommé, en plus ça peut être sous-titré, et même doublé, etc. et tout, en fait, si c'est consommé, ça va les encourager à produire de ce genre de cinéma. Pour l'instant, on n'est ni là, ni là. On fait la chaise vide, mais alors partout. Et c'est ça le danger. Et moi, je dis toujours, par exemple, pour nos politiciens qui se rendent compte quand même de l'importance de ça et que c'est pas de l'argent gaspillé d'investir dans la culture, c'est que un jour, tu vas avoir un film financé à 15 milliards parce que nos amis à côté, là, ils n'ont aucun problème à mettre de l'argent là où... Voilà. Non, mais justement, et qui soit une propagande énorme et qui tourne dans le monde entier et après, on se retrouve à courir derrière. Les États-Unis ont colonisé l'Europe. Ils l'ont colonisé, pas spécialement par les armes, même s'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, mais ils l'ont colonisé avec Hollywood, avec le chewing-gum, avec James Dean, avec Elvis, avec tout ça. Et le Japon, c'est reconstruit. American Way of Life, le rêve américain, Et les Japonais ont reconstruit leur image grâce justement aux mangas. Tout ça, ça a été décidé d'une manière politique, les mangas. C'est pas un truc qui est venu de nulle part, ça a été décidé. Oui, ça a été décidé, c'est qu'après la Deuxième Guerre, vu la réputation du Japon, il va falloir... Et puis, par faire quoi ? Allons vers la jeunesse, vers les enfants.
Parce que c'est ceux-là qui vont grandir et dans 20 ans, ils même les l'heure. comics aux États-Unis, Bien sûr. enfin les super-héros, etc. Ouais. Enfin, quand on creuse un peu, on trouve également qu'il y a un fond idéologique, Mais bien premièrement, sûr, et que deuxièmement, il y a le rôle également. Il y a toute une analyse. Également le rôle de l'armée américaine derrière. Oui, quand on bien voit, comment il s'appelle, enfin je connais pas moi très bien, mais le America. Captain America. Captain America, voilà. Ah oui, mais bien sûr, mais c'est toute l'idéologie qu'il y a derrière. Je veux dire. Il y a des enfants du monde entier qui lisaient les comics avant de voir les Exactement. blockbusters. D'ailleurs, le héros de bande dessinée américain, c'est quelqu'un qui représente le bien, et puisqu'il représente le bien, il a le droit d'aller botter les fesses de qui il veut, du méchant, Exactement. parce qu'il est méchant. Point. Mm. Et ça se voit dans la politique et dans la façon dont il gère les affaires. Parce que comme les films cowboys, il y a des Indiens, des méchants qui scalpent, etc., qui font des you-you. Donc le cinéma est les gens vraiment... cowboys qui Si viennent. on va chercher plus proche de nous, rappelez-vous la période où il y avait la guerre Irak-Iran, on avait Oui. un magazine qui s'appelait Majid. C'était une bande dessinée. Je ne sais pas si vous avez vu ça quand on était Si. Et en fait, qui défendait complètement la vision irakienne par rapport à ça. Et le Perse était quelque chose qu'on détestait méchant, quand on les ouais. imaginait. Donc, voilà, ça marche. On clôturera avec ça, justement. Donc, le cinéma est réellement un outil de soft power qu'il faut utiliser comme tel. Et comment, justement, est-ce qu'il y a des propositions concrètes qu'on peut faire sur comment le cinéma marocain peut changer l'idée déjà qu'on a du Maroc, des Marocains, et puis peut-être vendre un petit peu notre politique, entre guillemets, ou nos intérêts marocains à l'étranger. Alors, je pense que ça mériterait presque une émission à elle toute seule pour essayer de voir vraiment toutes les solutions possibles. Mais disons déjà que réaliser le fait que l'importance et l'impact que ça peut avoir implique d'investir plus d'argent dans le cinéma, dans la fabrication des films, partir du principe qu'un film marocain doit être bien produit. Et j'insiste là-dessus parce que, comme je disais tout à l'heure, pour faire de la qualité, il faut de l'argent. Le cinéma, il n'y a pas de miracle. Il y a une règle très simple à Hollywood qui te dit, il y a 3 points. Il y a cheap, good, fast. You can have 2 of the tree, but you can never have the tree. C'est-à-dire, si tu veux good et fast, c'est cher. Oui, si tu veux good et fast, tu vois, à chaque fois que tu prends 2, le troisième il est. Donc, on n'a pas le choix. À partir du moment où tu essaies de faire un film et que tu veux faire un film de bonne qualité et que tu as 3 millions de la part de CCM, bah t'es mal barré parce qu'il va falloir aller chercher de l'argent ailleurs. Ce qui veut dire que tu vas perdre, soit en termes de qualité, soit en termes de ligne éditoriale. Après, on peut aussi impliquer les régions. C'est-à-dire, moi par exemple, vous me donnez 5 millions de dirhams pour aller faire un film, mon scénario, il dit Casa, c'est le cinéma, je peux tricher, je peux le tourner à Rabat, à Meknès, à Fès, etc. Partout dans le monde, les régions donnent de l'argent pour ramener cet investissement parce que cet argent, c'est pas le réalisateur qui le met dans la poche. C'est de l'argent et qui est utilisé. Ça génère des emplois un peu dans l'endroit où il est. Les régions peuvent rentrer. Bien sûr, les télés, et bien sûr, on a besoin d'un marché local de salles pour que ces films soient vus. Si je fais un film pour le public marocain, je n'ai plus besoin d'aller chercher de l'argent ailleurs ni de céder à ce niveau-là. Et donc, c'est vraiment un accompagnement pour créer ça. Après, on peut utiliser nos relations diplomatiques, etc. et tout, pour que nos films se vendent aussi à l'étranger, soient montrés à l'étranger. Et pour cela, il y a plein de lobbying à faire, il y a plein de choses à faire. Mais bon, c'est une longue discussion, quoi. Est-ce qu'il y a du lobbying à faire, Rachid Achachi, pour clôturer? Très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je dirais que le point de départ de tout ça, avant d'aller chercher l'argent, avant d'aller voir les réalisateurs, avant de voir l'écriture puis la production du film, il y a la question de la doctrine. À partir de quelle doctrine va-t-on penser tout cela? Et la doctrine se définit par rapport à un certain nombre d'objectifs stratégiques. Premièrement, premier objectif, quelles sont les valeurs qu'on veut défendre et par rapport auxquelles on est intransigeant? Premièrement, quelles sont les valeurs sur lesquelles on est plus flexible parce qu'on accepte de les changer graduellement au niveau législatif, Donc etc. la vision, toujours. Voilà, la vision. Quels sont les objectifs au niveau géopolitique? La question du Sahara marocain, numéro 1. Numéro 2, un rayonnement au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Enfin, je dis n'importe quoi, mais il faut énumérer des objectifs, les hiérarchiser. Et une fois qu'on a la cartographie des objectifs qui s'inscrivent dans une cohérence globale qu'on appelle une doctrine, on peut effectivement aller chercher les moyens. Comme disait De Gaulle, l'intendance suivra. Ben effectivement, d'abord la vision, puis on va chercher les moyens. Et comme on a une hiérarchisation, on peut commencer par les premiers, puis passer au deuxième, et graduellement. Et là, on peut produire quelque chose. Quand on voit les Turcs, effectivement, c'est une doctrine. C'est vraiment de patriotisme turc, qui est cohérent avec leur vision géopolitique de la région, de rapport à leurs voisins, et qui également trouve un reflet au niveau du cinéma, où effectivement on a d'un côté les films historiques qui permettent de restaurer cet néo-ottomanisme. On parlait de néo-andalusisme qui reste à inventer, eux ils ont le néo-ottomanisme, mais également la Turquie européenne développée avec une modernité, pas une modernité, mais une modernisation de l'appareil productif turc, la mode, etc., l'amour. Donc un peu tous les contrastes, pour ne pas dire contradictions de la Turquie se retrouvent au niveau du cinéma, mais dans une cohérence globale. Parce qu'à la fin, on se dit,
En fait, je suis fier d'être turc. Parce que je peux être ça et ça. Exactement. Je peux être l'héritier d'un héritage impérial, etc. Mais je peux effectivement tomber amoureux, voilà, produire de la mode, être autre chose, de l'industrie, autre chose. Je peux être les deux. En fait, je suis bien partout où je vais. Je vais en Europe, je suis fier d'être turc. D'accord, je vais en Asie, je suis fier d'être turc. Donc, au Maroc, déjà, la question, qu'est-ce qui permettrait à un Marocain d'être fier d'être Marocain ? À part l'histoire, je dirais. Même l'histoire, encore, il faut la retravailler. Moi, je pense que ce soft power, il faut le commencer dans les manuels scolaires. Oui. Avant même d'aller voir à l'étranger. On parlait de l'enfance, effectivement. Et puis, par la suite, le cinéma peut s'inscrire dans cette vision globale et effectivement répondre à des cahiers de charges avec une flexibilité. Parce que je pars d'idée que voilà, on ne fait pas des films, on ne parle pas de films de propagande. Non, on parle de films où il faut laisser une marge pour la créativité, voire le génie des réalisateurs et des producteurs. Mais il faut également que ces producteurs œuvrent dans le but de matérialiser à travers leurs films telle valeur qu'ils aimeraient défendre et qui s'inscrit dans la doctrine et telle période historique dont ils voudraient montrer la beauté, la splendeur et la grandeur. Juste un petit truc que je rajouterais, les idéologies, etc. Parce que c'est toujours la même chose, c'est que peut-être qu'il y aura un film historique qui va se faire bientôt, je ne sais pas, j'espère du moins. Il faut juste ne pas se dire, parce qu'on est très bon pour les événements, et après on oublie. En fait, on pourrait faire un premier film qui soit mauvais. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter là. Parce que c'est toujours ça l'erreur. C'est que, voilà, mais il y a un film, il a eu 3 millions de dollars, etc. et tout, finalement, il est mauvais. Puis il y a des blockbusters qui sont mauvais. Oui, bien sûr. Donc en fait, c'est un apprentissage. Il va falloir vraiment insister. Si on regarde les films historiques qui sont faits en France, il y en a tous les ans, il y en a 1 ou 2 qui sont bons et 3 ou 4 qui sont mauvais. Donc c'est pas une science exacte, le cinéma aussi. Et ne pas se dire, voilà, on a misé là-dedans, finalement, ça ne marche pas. Le Marocain ne sait pas faire. En fait, non. C'est juste, voilà, il faut prendre les bonnes personnes, il faut prendre le travail et aussi accepter qu'on n'y arrivera pas du premier coup, mais qu'il va falloir insister, faire et refaire. C'est la quantité qui nous donnera la qualité. Et puis chaque réalisateur et producteur, ou me corrigez si je me trompe, apprend des erreurs de l'autre. Mais complètement. Et donc effectivement, ils forment des synergies qui fait des siens et de l'autre, etc. Et on évolue tous. On a les moyens, franchement, au Maroc de faire ça. Parce que, par exemple, le cas des États-Unis, ils ont l'armée américaine qui finance des films. C'est des milliards qui mettent en budget. Le Maroc. Non, mais la question, je pense que Mohsin répondra mieux que moi, mais je pense que oui, on n'est pas obligé d'avoir 100 millions de dollars pour faire un film de qualité. Il faut de l'argent, mais il y a un seuil critique à dépasser, bien entendu, parce que la règle des 3 qu'avait évoqué Mohsin est vraie. Mais il ne faut pas situer le niveau de financement des États-Unis comme étant le niveau pour tout le monde. Je veux dire, Israël fait avec beaucoup moins, la Corée du Sud fait avec beaucoup moins. Exactement. En fait, on revient toujours à la même chose. C'est une question de vision. Est-ce qu'on a envie? Parce que, tu sais, par exemple, le problème pour faire un film historique actuellement, c'est qu'il y a tout le boulot à faire. C'est-à-dire, moi, par exemple, je m'attaque à ce sujet-là. Non seulement je dois écrire un très bon scénario, donc j'ai besoin d'historiens qui m'aident. Tout à fait. Ou voire de travaux d'historiens. Or, on a très peu de choses qui sont faites de ce point de vue, avec un regard marocain. Pas avec, je ne vais pas me baser sur un livre d'un Espagnol ou d'un Français qui me raconte sa vision des choses, pour ne pas dire autre chose. En plus, après, j'ai besoin de faire de la recherche, ne serait-ce qu'en termes des costumes. Or, rien n'a été fait sur ce point. L'architecture, rien n'a été fait. En fait, tu te retrouves avec un boulot tellement colossal, parce que c'est pour ça que je dis... Ça décourage. Non, c'est pas que ça décourage. C'est juste que ce travail-là devrait aller s'il y a une vision, ça veut dire que on aura des livres d'histoire qui racontent l'histoire. On aura des livres des recherches qui sont faites et des musées pour voir comment ils s'habillaient. Moi, je sais pas comment un soldat almorabitain s'habillait, ou le Mouhidine, c'est quoi je sais même pas à quoi ressemblent réellement leurs armes. Or, tout ça, il y a des gens qui doivent faire le travail en amont pour être utilisé. Pour que, en fait, finalement, quand le cinéma il arrive, il n'a pas à réinventer la roue. Il y a déjà plein de choses qui sont faites, etc. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas que le cinéma. Il y a aussi la littérature, les romans, l'histoire. En fait, tout ça peut travailler ensemble. Parce qu'on y arrive à l'archéologie. L'archéologie au Maroc, par exemple, il y a un boulot monstrueux qui doit être fait et qui doit être investi et qu'on arrête d'aller chercher les missions françaises ou italiennes ou américaines qui viennent chercher ce qu'ils veulent voir dans notre sol. Et donc, ça doit partir du Maroc. Donc, en fait, on a, quelque part, si on veut être optimiste, il y a tellement à faire que, purée, il y a beaucoup de boulot à créer, beaucoup de plus-value à créer. Mais il faut juste qu'on soit prêt. Et pour moi, le mot-clé, c'est quand même ce patriotisme, parce que j'ai l'impression que, voilà, qu'il faut se réapproprier le droit d'aimer son pays. Pas d'une manière absurde, pas d'une manière nationaliste, etc. et tout. On n'est pas en train de chercher ça, mais juste... on a tellement grandi, en tout cas ma génération a grandi avec la fameuse phrase donc de s'auto-flageller, qu'il va falloir un peu changer ça et se dire mais non. Et pour pouvoir avoir ce patriotisme, bah oui, il faut connaître son histoire, donc il faut qu'elle soit enseignée, donc il faut qu'on ait cette image de nous-mêmes, qu'on se regarde vraiment dans le miroir en se disant on n'est pas parfait, mais on n'est pas les plus nuls.
Rachid Achachi, une réaction. C'est toujours une joie d'échanger avec notre ami Mohassem Fré, donc je me réjouis, c'est tout ce que j'ai à dire. En fait, globalement, on est d'accord sur le fond. Oui. Après, les détails, les modalités, effectivement, peuvent être discutés collectivement. Et d'ailleurs, le but n'est pas d'avoir une vision dictée d'en haut, enfin révélée par Dieu, mais de la faire émerger par des synergies, par des complémentarités, par des suggestions de part et d'autre, qui pourraient donner une cohérence globale. Donc, je parle de l'idée qu'il n'est jamais trop tard pour enclencher cette dynamique-là. Des pays l'ont fait et l'ont prouvé, qu'empiriquement, on peut le faire en 20 ans, 30 ans, si on s'en donne les moyens, d'autant plus qu'on a beaucoup de talent au Maroc, au niveau des actrices, des acteurs, des producteurs, des réalisateurs, des scénaristes, on a des historiens, on a tout. Mais il manque la vision qui connecte le tout et puis qui va aller chercher les fonds. Parce que le financement, c'est pas que l'État. Parce que dès qu'un marché commence à émerger, à se mettre en place, c'est le privé qui peut être impliqué. Il y a les bailleurs de fonds, il y a les banques qui peuvent financer, il y a beaucoup de choses. Donc il y a un effet d'entraînement qui fait que il y a un commencement, il faut oser, il n'y a que l'État qui peut d'abord investir dans un marché non rentable pour créer les conditions de rentabilité de ce marché à moyen et à long terme. J'y crois théoriquement, je ne sais pas si on va le faire dans un horizon de moyen court terme, mais je ne perds pas espoir. Mais en attendant, on peut faire du software autrement, en attendant qu'il y ait une vision au niveau cinématographique. Mais heureusement qu'on a des gens comme Assem Fré et d'autres qui la défendent. Des talents. D'ailleurs, je rappelle donc votre dernier film, L'Aziza. Qui va sortir, oui, ce mois-ci. Je n'ai pas encore la date exacte, mais il va sortir ce mois-ci. Il va sortir au Maroc. Au Maroc, oui. Donc on peut aller le voir et j'invite les auditeurs à aller le voir. Une petite dernière réaction pour clôturer ? Juste, encore une fois, comme disait Rachid, c'est toujours un plaisir d'écouter Rachid et de débattre avec lui et avec toi. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et d'en parler et qu'il y aurait justement, parce que comme disait Rachid, ça c'est pas une personne qui va donner ça, c'est vraiment des rencontres et voilà, des patriotes qui ont envie de changer les choses. Moi, je suis un peu idéaliste. Moi, j'ai l'impression que même si, par rapport au MRE, par exemple, des fois, je me dis, s'il y avait un fonds qui sortait de nulle part au Maroc pour construire, je sais pas moi, le TGV Casa de Dakhla, j'ai l'impression qu'il y a plein d'MRE qui seraient partants à verser de l'argent juste pour que ça soit fait. Et en fait, ça pourrait nous enlever, si je fais le parallèle avec le cinéma par exemple, que le Maroc subisse des pressions ailleurs pour aller chercher de l'argent pour financer ce genre de projet. Parce que oui, le Masséla al-Khadra, en fait, on peut faire des Masséla al-Khadra chaque année, je crois. Parce que le Marocain, et je le vois, moi, mes enfants, ils sont à moitié croates. L'étranger, on a un amour quand même du pays de la terre, même si c'est atrophié. Mais même... Mais moi, pour l'anecdote, je disais, mes enfants sont à moitié croates, ils parlent croate, mais pas le marocain, malheureusement, parce que j'avais pas des dessins animés en arabe pour leur apprendre, donc ça m'a pas aidé pour apprendre le marocain. Mais quand il y a eu le tirage au sort et qu'il y avait Maroc-Croatie en Coupe du Monde, leur mère était très déçue de voir que pour les garçons, c'était une évidence qu'ils étaient pour le Maroc. Donc voilà. Malgré Modric, malgré tout, ils disaient à leur propre mère, on va vous défoncer. Donc voilà, moi je crois à ça. Je suis un peu idéaliste, mais je crois vraiment qu'il y a ça et j'invite l'État à prendre conscience que les Marocains du monde entier sont prêts même à donner de l'argent. Et oui, il y a un substrat, il faut une vision. Oui. Voilà, nous terminons sur ces mots. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous suivre sur les différents réseaux Spotify, YouTube, Facebook, et à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci Mohsin Besri, merci Rachid Achachi, à très bientôt. À très bientôt.